Les choses très simplement, je pense qu'on aurait tout intérêt à faire en sorte d'abord de réaliser que quand on entend mon collègue dire qu'il y a combien de travailleurs à Bruxelles des maisons de jeunes, à peu près, une centaine, et donc il y a 100 travailleurs dans les maisons de jeunes, et donc ces maisons de jeunes sont financées notamment par la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ma connaissance, si je veux être un peu légaliste, les matières personnalisables, donc les questions d'enfance et de jeunesse, le premier responsable politique, c'est les communautés. Et donc, je n'oserais pas te demander combien de travailleurs des contrats de sécurité travaillent sur le même terrain. Je n'ose pas le demander. Je n'en sais rien, puisqu'il faudrait calculer effectivement tout ce qui est dans les différentes communes, mais je pense que c'est au moins 10 fois plus. Et donc c'est extrêmement déloyal comme façon de faire. Parce que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je suggère évidemment qu'à un moment, il y ait des plateformes de concertation intersectorielle locales qui permettent à tous les acteurs de travailler ensemble et qu'on puisse en tous les cas se mettre d'accord sur une philosophie. Et donc, de nouveau, j'entends bien que par exemple les contrats, on appelle de prévention maintenant, ont adopté le code de déontologie par exemple de l'aide à la jeunesse. Moi je suis désolé, mais un code de déontologie c'est une modalité de travail. Ce n'est pas un objectif, ce n'est pas une finalité. Et il faut se mettre d'accord sur les objectifs, sur les finalités, et puis après, on a les moyens et les modalités. Moi, ça ne me suffit pas de dire que parce que les travailleurs sociaux respectent le code de déontologie de l'aide à la jeunesse, on doit travailler avec eux. Les finalités ne sont pas les mêmes, encore aujourd'hui. Et c'est ça que je regrette. Maintenant, de nouveau, je redis une nouvelle fois, et j'espère que cette fois-ci c'est entendu, je n'ai aucune critique par rapport aux travailleurs qui travaillent dans ce type de contrat. J'ai des critiques énormes par rapport à ceux qui les ont créés, par rapport à ceux qui les prolongent sans faire en sorte d'organiser une concertation avec les autres acteurs, parce que les moyens sont disproportionnés. Je pense que sur un emploi concret en région bruxelloise qui vient directement de la Fédération de Bruxelles, on en crée 4 ou 5 dans d'autres dispositifs. Et ça, je trouve que c'est désagréable. Et sur l'école, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est quand même terrible que quand moi, je dénonce, par exemple, le fait que les transports scolaires sont mal organisés, que des enfants lourdement handicapés doivent passer 2-3 heures dans les trajets matin, midi et soir. Le lendemain, quand on en parle dans les médias, le lendemain, j'ai des mails d'accompagnateurs ou de chauffeurs qui disent « Merci, monsieur le délégué général, c'est vrai que notre vie n'est pas facile. » Mais quand j'ai le malheur de dire que l'école est pourrie, jusqu'à la moelle, et je le dis, le système est incroyablement mal foutu, malgré des enseignants de qualité, etc., on fait encore le commentaire, et les enseignants les premiers disant « c'est pas sympa de dire que l'école va pas bien ». Mais la majorité des enseignants le savent que ça ne va pas bien. Tout le monde le sait. Ici, il n'y a pas un seul, quelqu'un de raisonnable qui va dire que l'école peut continuer comme elle est maintenant. On est les champions, toutes catégories, sur le différentiel entre nos bons élèves et nos cancres. On le sait aujourd'hui. On sait que le système de relégation est organisé. Dès qu'on a un enseignement organisé entre humanité, entre guillemets, classique, générale, technique et professionnelle, on sait qu'il faut saturer les formes d'enseignement. Il faut les saturer. Donc tant qu'on ne dira pas aujourd'hui on veut un tronc commun qui permet à tous les enfants d'avoir un avenir équivalent, on n'y arrivera pas. Tant qu'on ne dira pas ces écoles professionnelles, par exemple, doivent se réformer et faire un tronc commun avec les autres formes d'enseignement, on aura toujours, parce que les enseignants sont là, les écoles sont là, il faut les saturer, il faut les faire tourner. Donc il faut à un moment avoir une vraie réforme, Et donc de nouveau, ça ne s'adresse pas à la critique, ça ne s'adresse pas aux professionnels. Ben voilà. C'était bien peut-être de le repréciser. Alors effectivement, peut-être une idée de prochain débat avec des acteurs de l'école, ça pourrait être intéressant. Alors est-ce qu'il y a une autre question, une autre réflexion ici dans la salle? Oui, 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 en haut, voilà. Alors un micro arrive. C'est vrai que j'oublie de regarder un petit peu le premier, on ne va pas vous oublier, ne vous inquiétez pas. Bonjour mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Voilà, je suis un jeune d'Ixellois, j'ai 21 ans, je m'appelle Mohamed Boudouani et c'est la première fois que je viens au Parlement bruxellois. Vous écoutez les débats que vous avez dit, c'est très intéressant, c'est le savoir-faire, on écoute et après nous on doit répliquer à propos de nos sujets, on est dans la liberté d'expression, donc on a nos avis à dire et voilà. Donc voilà, en fait je voulais parler à Bernard De Vos. De Vos De Vos ou De Vos, c'est ce qu'on m'a dit. De Vos. En fait, au niveau de l'enseignement, je suis tout à fait d'accord quand vous parlez d'enseignement général, technique, professionnel. Il y a des élèves où malheureusement, on leur donne l'opportunité d'aller dans l'enseignement, des parents leur poussent à bout. Mais comme je voulais dire Bernard De Vos, il y a des profs malheureusement qui ne veulent pas voir l'élève avoir une réussite ou bien avancer. Par exemple, si quelqu'un est en général, lui dit « écoute, le général n'est pas pour toi ». Donc, l'étudiant ou l'étudiante n'a pas de solution, donc il est obligé de se diriger vers le professionnel ou le technique. Donc, c'est ça que je voulais dire, que l'élève, des fois, est motivé,
mais le prof dit, voilà, c'est pas pour toi, tu peux pas y arriver et tout. Qu'on sait ici, l'être humain a chacun des qualités, des défauts différents, et quand on veut, on peut. Toujours se poser la question, si l'autre réussit, pourquoi pas nous? Il faut toujours se poser cette question-ci. C'est l'expérience que vous avez eue personnellement? Comme partout, dans tout enseignement, comme Bernard De Vos il avait prononcé il y a 25 minutes quand il avait parlé, dans chaque enseignement, oui, on peut avoir des déceptions ou même des réussites. Il y a peut-être des profs qui nous disent, oui, c'est pas pour nous et tu vas pas réussir. Mais l'élève doit s'y prendre, doit y arriver sans tenir compte que le prof lui dit. Et après, c'est pour ça qu'il y a des profs que des fois ils sont insultés ou des fois ils se font critiquer mal parce que les profs ne veulent pas voir l'élève réussir. Tandis que tout le monde veut réussir. Un diplôme de nos jours, c'est important. Et au lieu de mettre l'élève vers la bonne réussite, vers le bon chemin, non, eux ils font le contraire, ils mettent l'élève vers le mauvais chemin et ne veulent pas l'orienter en fait vers le bon. Okay. Donc voilà, c'est juste au niveau de l'enseignement. Et je voulais dire encore une petite chose avant de m'arrêter, si vous me le permettez bien. Je vous en prie. Après, quand l'élève, imaginons ils ont fait secondaire, il y a plusieurs voies. Il y a au niveau des études universitaires, l'école supérieure, ou bien même des formations où le monde du travail et autre chose n'est pas la même chose que l'enseignement, est beaucoup différent. Par exemple, à l'enseignement, moi j'avais vu avec mes parents, des fois je vois l'actualité, vous passez des fois dans le journal télévisé avec Télé Bruxelles, je vous vois. Première fois que je vous vois maintenant. C'est bien, il faut regarder Télé Bruxelles. Oui, donc dans la vie, on ne sait pas attendre. Hein, donc je me dis, à l'université, quand des gens rentrent en première, moi je trouve pas ça normal qu'on leur pousse à faire du bisoutage. Moi j'ai entendu ça à la télé. Hein. Voilà, chacun est libre de ses choix, comme j'ai dit, chacun fait ses choix. Mais bon, moi j'ai vu le bisoutage et pour moi ça ne se fait pas. Quand quelqu'un rentre à l'université, c'est pour avoir une réussite et c'est pour sortir quelqu'un de bien, d'une bonne famille, comme on dit, que ça soit une fille ou un garçon. On ne va pas dire, par exemple, à un garçon, oui, de jeter par exemple des œufs sur la tête. Pour moi, ce n'est pas logique. Moi, je ne le ferai pas en tout cas. Mais bon, comme j'ai dit, chacun a ses choix. Et je me dis, le bisoutage, est-ce que ça serait possible qu'on peut l'arrêter au niveau universitaire? C'est pour ça que je vais parler à, comment ça s'appelle, Chris Police. Si pour vous, le bisoutage doit faire normalement. On s'éloigne peut-être un petit peu du sujet, mais en tout cas, on aura bien compris votre réflexion sur tirer les jeunes vers le haut, au niveau de l'école, au niveau de l'université. Bernard De Vos, puis Chris Police, peut-être? Ajouter, je crois simplement que tirer les jeunes vers le haut, c'est évidemment la responsabilité des communautés scolaires, des collectivités scolaires, des enseignants, des éducateurs, des directions d'école, mais c'est aussi une responsabilité politique de mettre ces acteurs en condition de tirer les élèves vers le haut. Aujourd'hui, je dois constater que dans toute une série de témoignages de terrain, parce que je vois, parce que j'entends, par des dossiers individuels que je traite, ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Il n'y a pas de volonté politique de mettre en place des conditions de travail décentes qui permettent effectivement à ces acteurs de tirer les enfants vers le haut. Chris Police, une réaction? La même chose, hein, tout à fait d'accord par rapport à l'enseignement. Je veux dire, je peux comprendre parce que je vis même toujours maintenant, donc il ne faut pas se dire que quand l'école est terminée, enfin moi je suis toujours à l'école évidemment, même si je suis de l'autre côté, les choses se calment. C'est dans beaucoup de situations où on voit toujours qu'il y a effectivement cette discrimination qui peut être double, triple, etc. Et moi j'ai l'impression qu'il y a même un recul en Belgique où on est bien, mais il y a toujours ce mais. Et, par exemple, moi je fais partie des gens qui doivent toujours surprouver leurs compétences par rapport à des collègues qui ne font pas grand-chose, simplement parce que je n'ai pas la même couleur de peau et que ça circule. Simplement vous donner un exemple, quand j'ai été nommée, la grosse réflexion du conseil de fac, c'était est-ce qu'on va nommer une africaine en philo-lettres? Donc je ne suis quand même pas si vieille ni dinosaurienne, donc c'est la réalité aujourd'hui. Mais les bizutages, c'est effectivement de nouveau un respect ou un non-respect des jeunes. Ils ne vont pas être supprimés. La loi ne les supprime pas. Simplement, on demande qu'il y ait un contrôle et une éthique dans les styles de bizutage. Mais c'est évident, et moi je fais partie d'une université justement qui a eu des remontrances à ce niveau-là, il y a selon les facultés des traditions de bizutage qui sont quelque part des passages obligés. Comme tu dis, la personne a le droit de dire non. Mais il faut déjà avoir la force. En plus, quand tu entres à l'UNIF, justement, en première, tu es tout jeune, tu es nouveau, tu es le petit, tu ne sais pas, etc. Et puis, il y a effectivement des facultés. Si, donc les profs qui participent à ça, si les élèves n'ont pas passé leur bizutage, ils vont avoir quelques problèmes pour pouvoir être informés de la même manière que les autres. On va bloquer des syllabus, on va leur mettre les mauvaises places pour les examens, on va leur poser les questions les plus difficiles.
Mais on le sait, mais c'est de nouveau, comme on vient de dire, il y a les volontés d'agir, le temps que ça va mettre pour pouvoir agir sur le temps de prendre conscience, puis agir sur le fonctionnement, et que tout le monde participe. Mais au niveau du bizutage, il y a une amélioration qui est venue malheureusement avec les gros accidents, mais les arrêter, non, parce que ça fait partie des traditions, des rites d'initiation, justement, des hautes écoles. Et peut-être que certains s'y retrouvent et d'autres pas. Il faut garder effectivement du moment qu'on a le choix, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que certains n'ont pas le choix. Liberté de choix. Voilà. Alors, monsieur, une question. Oui, donc je suis Philippe Raz et je suis médiateur en milieu scolaire et je travaille dans une des écoles de Bruxelles qui accueille des jeunes en 3, 4, 5, 6, 6e professionnel. Et ce sont des jeunes qui ont des parcours chaotiques. Je crois que c'est une des 2 ou 3 écoles qui récupère ceux dont plus personne ne veut. Alors moi, je vais avec une question parce que je n'ai pas de réponse. On vient d'en parler, mais c'est une question que je pose à tout le monde. Comment se fait-il qu'on n'a plus d'émeutes maintenant? Parce que ça fait 35 ans que moi je travaille à Bruxelles et c'est la même chose qu'il y a 35 ans. Ça n'a pas changé. Sur le terrain, c'est toujours relégation, discrimination, et c'est même pire qu'il y a 35 ans. Et les mesures qu'on prend maintenant, enfin, certains pouvoirs, tentent à privilégier la peur, la sécurité, le sécuritaire, oui, je veux dire sécuritaire, hein, pas sécurité, pire même, les travailleurs sociaux sont soumis, certains plus que d'autres, à des doubles contraintes. On leur demande en douce, contrairement au décret, de donner des informations aux services de contrôle. Donc il y a une pression sur le terrain et une inquiétude. Et donc, moi je suis venu pour dire cela en fait. Hein. Et parce que la violence, elle est aussi chez les travailleurs sociaux, les gens de terrain qui voient ça. On a mis en place des dispositifs de proximité et forcément, en travaillant avec les jeunes, et pas tous les jeunes, hein, ceux qui n'ont pas de capital social, pas de capital économique, peu de capital culturel. Tous les autres jeunes ont aussi des problèmes, effectivement, hein, mais ceux-là, ils sont hors circuit. Ils n'ont pas de relais, à part des gens sur le terrain, et on a évoqué le morcellement, la nécessité d'une cohérence, ça c'est vrai, mais les travailleurs sont pris entre, enfin je généralise, hein, mais je parle de mon témoignage, et donc donnez-moi la réponse, pourquoi ils ne se révoltent pas? Peut-être parce qu'ils sont en dépression, qu'ils se réfugient dans le cannabis, ou qui traînent, je n'en sais rien, ou peut-être que certains plus actifs, effectivement, décident d'aller en Syrie, oui, c'est peut-être ça la réponse, mais ça fait 3-4 ans qu'on se pose la question entre gens du terrain, pourquoi ça ne pète pas? C'est vrai que c'est une question intéressante. Alors peut-être Edwine de Bouvet, qui avait ce regard aussi, qui parlait justement des émeutes des années 90, et aujourd'hui, est-ce qu'on est dans le même contexte, ou un contexte similaire? Bon, je n'ai pas de réponse toute faite non plus. Hein. Il y a plusieurs éléments. En tout cas, peut-être pour revenir un peu sur ce qui avait été dit tout à l'heure, on aurait vraiment tort, en tout cas entre travailleurs sociaux, entre médiateurs, entre toutes les personnes qui assument des responsabilités face à la jeunesse, on aurait tort effectivement de se scinder et de se faire des barrières là où il n'y en a pas. Je veux dire, le réseau international des travailleurs de rue, ici, que j'ai le plaisir de diriger, réunit des travailleurs de rue dans 50 pays. Et vous avez des travailleurs de rue qui sont liés aux politiques de ville, politiques de proximité, avec des travailleurs qui sont plutôt dans le secteur de l'aide à la jeunesse ou de la jeunesse. Et je veux dire, tous ces gens travaillent fort ensemble. Et ils travaillent ensemble sur quand même, fondamentalement, et c'était ça, si aujourd'hui les contrats de prévention et de proximité ont évolué un petit peu plus favorablement que, par exemple, les mêmes dispositifs en France, c'est parce qu'il y a eu un combat, une mobilisation aussi des acteurs de terrain. D'abord, les travailleurs dans l'interne, les travailleurs de rue, les éducateurs de rue des anciens contrats de sécurité, et aussi aidés par le secteur médical, le secteur de l'aide à la jeunesse, etc., etc. Et sur une question fondamentale qui est quel sens on donne au mot prévention.
quel sens on donne au mot prévention. Si la prévention, c'est de prévenir et de lutter contre des comportements déviants, c'est une façon de faire. Vous êtes éducateur de rue, vous allez sur le terrain, tu dis aux quêtes, moi je suis là justement pour faire attention à ce que tu ne déconnes pas trop, quoi. Ne dérange pas trop. C'est tout à fait différent que d'avoir un cadre de travail qui vous dit tu vas sur le terrain pour viser l'intérêt du jeune, et que le gros défi, c'est de donner aux jeunes, ou en tout cas de construire avec les jeunes, les outils qui vont lui permettre de reprendre du pouvoir sur son propre scénario de vie. Alors moi j'ai tendance à croire, je considère que la société reste hyper apartheid, je pense vraiment qu'on reste dans une société d'apartheid, mais je vois quand même l'évolution des jeunes eux-mêmes. Je vous l'ai dit là tout à l'heure, ma grande fierté c'est de voir des quêtes qui étaient sur le terrain et qui aujourd'hui sont présidents de mon association, qui sont mes patrons. Donc ce que je remarque quand même, c'est qu'à partir du moment où on prend les jeunes au sérieux, il y avait une belle formule que Bernard utilisait, il l'utilise plus, c'est dommage, il ne faut pas prendre les jeunes au mot, hein, mais il faut les prendre au sérieux. J'aime bien ce truc-là, parce que si on les prend au mot, on va sortir en boîte, on va truc. Non, ce qu'ils veulent, c'est être pris au sérieux. Et donc, ce que je remarque, moi, quand même, c'est que parallèlement à une évolution de société qui est peut-être de plus en plus d'apartheid, et je le confirme, il y a quand même une prise de maturité, quand même. Les quêtes ne sont pas si dupes que ça. Ils se construisent des stratégies, ils se construisent une parade, en tout cas, à tout ce qui les discrimine, tout ce qui les stigmatise. C'est vraiment pas facile du tout. Je pense que je partage le point de vue d'Olivier, qui dit aujourd'hui lancer des projets, je dirais collectifs, des projets de quartier, de ça, à mon avis, c'est vachement plus difficile qu'avant. Je le sens moi-même encore dans mon boulot quotidien. Mais il y a des parades. Et les voies que les jeunes vont utiliser, ça mériterait d'être étudié. Ce serait intéressant effectivement de voir comment ils arrivent à déjouer. Par rapport à la pression dont feraient l'objet les travailleurs de rue, du politique, pour surveiller, entre guillemets, les jeunes dans les quartiers. Oui, c'est une réalité, ça ? C'est une réalité, c'est une réalité. Les travailleurs membres de, par exemple, la fédération, la plateforme des travailleurs de rue francophones, ici en Fédération Unie Bruxelles, Traces de rue, j'invite d'ailleurs tous les travailleurs de rue de se mettre en contact avec eux. C'est des plateformes, c'est à travers des plateformes, ils en discutent et ils expliquent, oui, moi, ma réalité, c'est qu'on m'a demandé des informations que je n'ai pas envie de donner. Alors bien sûr, on applique le cadre du code de déontologie de l'aide à la jeunesse. Mais, je veux dire, dans l'aide à la jeunesse, si vous allez à l'encontre de ce code de déontologie, vous pouvez être appelé et vous pouvez être d'une manière ou d'une autre sanctionné. Je veux dire, vous n'avez pas exactement les mêmes garanties. Quel recours vous pouvez avoir si vous êtes interpellé par votre pouvoir organisateur, votre employeur qui vous dit, écoute, dans ce quartier-là, ça commence à chauffer, les habitants viennent me voir, écoute, dis-moi un peu ce qui s'y passe et essaye de régler le truc, mais quand même. Et donc il y a une pression. Il y a une pression sur ce genre d'informations et de ça, c'est vrai, elle existe, mais il y a aussi une pression, je pense, sur la liberté d'agir. Est-ce qu'on est vraiment là pour aider le jeune à prendre du pouvoir sur son scénario de vie? C'est cette pression-là, finalement, par rapport auquel il est difficile d'agir. Peut-être une réaction, Olivier Leblanc, par rapport à ce qui vient de se dire du côté des maisons de jeunes? Écoutez, moi, je me reconnais dans votre intervention. Je considère que depuis de nombreuses années, on est un peu dans une politique de casserole à la pression. C'est-à-dire qu'en fait, on a, et là je rejoins totalement ce que Bernard Devos a dit précédemment, on a les moyens de vivre, éventuellement de survivre. Et avec ça, on doit essentiellement canaliser l'énergie positive des jeunes. En tout cas, notre angle d'approche, c'est de canaliser l'énergie positive des jeunes. Après, je ne suis pas sûr que le regard de la société ne soit pas essentiellement qu'on empêche que les jeunes transforment cette énergie positive en énergie négative, le cas échéant. Et je pense qu'il ne faut pas être non plus dupe et que les intervenants, les acteurs associatifs ne sont pas dupes non plus. Enfin, je pense que ni les pouvoirs politiques, par ailleurs, il y a deux facettes à notre travail. Maintenant, par rapport à la question des injustices que peuvent vivre les jeunes, je pense que plus que jamais aujourd'hui, en tout cas pas moins que dans les années 90, ils n'ont de raison de s'insurger. Mais ça se fait différemment, effectivement. Là, je rejoins pour le moment, touchons du bois. Voilà. J'espère et j'ose espérer que c'est en partie également le fruit du travail que certains acteurs dans le monde scolaire, dans le monde de l'associatif peuvent produire aussi. Sur le terrain. En tout cas, j'ai la naïveté de croire que c'est à ça que nous contribuons aussi. Alors, on va voir s'il y a une autre question. Oui, ah ben voilà. Je vais essayer de me retenir un peu. Donc, je vais aussi un peu parler quelques minutes sur l'emploi. Et après, j'aimerais bien parler, comme elle a dit, j'oublie toujours, Chris Police,
pour au niveau de la prostitution et la sexualité, si vous me le permettez, après. Donc, comme il a dit Olivier Leblanc, Leblanc tout à l'heure, pour l'emploi, mais on sait que dans l'emploi, il y a beaucoup de discrimination. Maintenant, je vais prendre un exemple. Moi, j'avais fait de la vente avant. Quand quelqu'un va se présenter avec un CV, deux personnes différentes qui ne sont pas de la même origine, qui sont tout à fait différents, ben, imaginons on donne un CV, un il s'appelle, je sais pas, moi je vais dire un exemple, Aïcha, et l'autre il s'appelle Franck, ben, ils vont pas prendre Aïcha, ils vont prendre Franck. Bon, c'est peut-être très dur qu'est-ce que je dis, mais on voit qu'il y a vraiment beaucoup de la discrimination parce que, je veux dire, au niveau de l'emploi, ils ne donnent pas la chance à tout le monde pour travailler. On sait aussi qu'il y a des services comme Actiris, comme des fois on demande aussi de faire des CV plus aide de motivation et tout. Malgré que tu peux faire un bon CV, qu'il est bien complété de A à Z, une motivation en or, ben, moi je le vois à l'œil, des fois ça ne suffit pas. Donc peut-être pour l'employeur, mais pour nous, peut-être ça suffit pour essayer d'avoir notre chance et pour travailler. C'est pour ça que maintenant, je répète que j'essaie de me battre. Si vous êtes tous motivés, qu'on met tous la main à la pâte, hein, on est quand même 11 millions d'habitants en Belgique, 11,6 millions, on peut essayer d'arriver pour essayer de créer des associations, pour essayer de créer plus d'emplois et tout. Et c'est ça que moi j'ai envie de faire pour que les jeunes puissent travailler et savoir se nourrir, avoir de l'argent et pour savoir vivre, quoi. Parce que de nos jours, sans argent, on ne sait pas vivre. Et les gens qui ne travaillent pas, des fois ils sont désespérés, des fois ils sont en dépression, ils disent mais comment je vais faire ? Il faut patienter, il faut prendre de mal aux patience et pourquoi pas un jour, hein, une porte se ferme, peut-être une autre porte peut s'ouvrir. C'est pour ça que je voulais dire maintenant de nos jeunes, maintenant il faut être motivé et continuer à chercher pour avoir de l'argent et essayer de travailler malgré que même des patrons des fois ne nous donnent pas notre chance. Ils disent ben, celui-là, à l'œil, ben, je vois son CV et tout. Peut-être 50%, hein, je suis peut-être tout à fait d'accord, mais aussi, il faut voir aussi 50% de pratique, dont la manière il va posséder ou il va travailler sur le terrain. Voilà, on sent quand même un message d'espoir chez vous, mais effectivement, cette discrimination à l'embauche. Alors je ne sais pas qui veut réagir par rapport à ça. Oui, Chris Police ? La seule chose que je peux dire, c'est oui, elle existe. Elle a la double, la triple, parce que tu as donné l'exemple de Aïcha et Franck. Là, il y a une double discrimination. Il y a Aïcha, mais aussi parce qu'Aïcha est une fille. Et pour le moment, la discrimination, elle se fait beaucoup plus du côté des contre, donc les jeunes filles et les femmes et les jeunes femmes, que contre les hommes. Et puis alors effectivement, à l'intérieur, tu vas avoir encore des discriminations qui sont plus finalement le délit de sale gueule qu'autre chose, puisqu'effectivement, comme tu dis, avec un CV égal, c'est pour ça par exemple que moi je dis à mes étudiants de ne jamais mettre de photos sur leur CV, mais en même temps, le service de l'université qui les aide à faire des CV leur dit, première chose, c'est mettre une photo. Ça veut dire que dans le service de l'université, ils n'ont pas encore intégré complètement, alors qu'on est des tas de profs à travailler sur le genre et sur la discrimination interculturelle. Donc on a parlé tantôt qu'il faudrait avoir plus d'accords entre les différents acteurs. Je pense que là, on est tout le temps dans cette difficulté-là. C'est qu'on puisse tous communiquer les problèmes, mais qu'on les applique ensemble. Et alors là, je crois qu'on rentrerait dans ton souhait de voir les gens travailler dans la même chose. Si on continue à travailler chacun, on va dire, dans son bureau, ou même s'il y a des interactions, on n'avancera pas assez vite. Aujourd'hui, il faut qu'on avance. Oui, tu as raison. Et je vous vois acquiescer, Ada Bazan. C'est vrai que par rapport peut-être au travail que vous avez fait de participation des jeunes à Forêt, ce sont des éléments qui ressortaient aussi de leurs souhaits, dans la façon de s'impliquer aussi dans leur quartier. Oui, tout à fait, par rapport effectivement à la frustration de ne pas avoir un bout de chemin qui puisse s'ouvrir et aussi à l'impossibilité de construire ce bout de chemin, effectivement, de façon plus sûre. C'est vrai que sur les discriminations, sur la insécurité ou le sécuritaire, on peut se demander de quoi on parle, de la perception. Et de quelle sécurité? De la sécurité d'emploi? De quelle sécurité on parle? De la sécurité d'être non discriminé? Voilà, toutes les questions que les jeunes filles et garçons se posent également, parce qu'ils sont juste stigmatisés sur une étiquette qui est très réductrice. Oui, je pense qu'effectivement, il faudrait que déjà nous, facilitateurs et facilitatrices, qui travaillons avec les jeunes, déjà il faudrait qu'il y ait plus de Mohamed dans la salle. Et peut-être aussi des Aïcha. Et
qui puissent nous interpeller, en fait, et qui nous parlent de leurs préoccupations et de leur point de vue pour qu'on puisse réagir. L'objet des ateliers qui vont avoir lieu cet après-midi. Il y a pas mal de jeunes qui vont nous rejoindre, qui sont sans doute encore à l'école, là, ce matin, mais qui vont arriver. Alors, pour faire rebondir un petit peu le débat, est-ce qu'il y a une autre piste de réflexion? Oui, madame. Je ne sais pas si je vais lancer une autre piste, c'est juste à écouter un petit peu l'ensemble, et merci pour les interventions de tout le monde, c'était fort intéressant. Je me disais que c'est difficile de dissocier le discours là sur les jeunes, leur situation et voir leur avenir, sans parler de la situation socio-économique, notamment à Bruxelles, puisqu'on est quand même à Bruxelles. Et je pensais à l'enquête qui a été faite, qui est parue dans Le Soir il y a 2 jours, qui donnait un panorama de la situation sur les 20 ans à Bruxelles, et qui soulignait que la situation ne s'est pas améliorée sur 20 ans. Je pensais à un monsieur qui disait un corps jeune, qui cherche lui aussi, la région est jeune. Et la situation socio-économique, d'ailleurs le titre du soir parlait de quelque chose d'un peu effrayant. C'est vrai que ce n'était pas très réjouissant de voir la situation socio-économique moyenne et les inégalités plutôt s'accroître. Donc oui, on est obligé de faire le lien entre les jeunes, les problèmes de société et généraux, changement de la famille, de cet ordre-là, puis une situation économique en fait. Une spécificité un peu bruxelloise. Oui. Et donc, qui touche à la pauvreté, qui touche à l'accès quels sont les revenus? Donc, les moyens économiques des familles vont effectivement avoir un impact sur le jeune et la façon dont il va pouvoir être éduqué, au fond. Donc je reviens aussi sur la dispersion des pouvoirs publics et le fait que du coup on a une visibilité difficile et j'avais envie de dire que nous, je suis responsable d'un service jeunesse, on avait aussi besoin de repères et donc mieux comprendre, mieux suivre quels sont les indicateurs qui nous permettraient aujourd'hui de savoir la situation des jeunes, la situation des statistiques aussi, de quels jeunes on parle. Combien on a parlé des situations difficiles d'un certain nombre de jeunes, mais qu'est-ce que ça représente? 10, 20, 30, 40% des jeunes bruxellois aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mesurer ensuite dans le temps l'évolution des politiques? Et quels sont les moyens? Et est-ce qu'on peut chiffrer les moyens mis en place par les pouvoirs publics dans une ville comme Bruxelles à disposition de la politique de la jeunesse? Les moyens physiques, les lieux et les moyens financiers. Est-ce qu'on sait mesurer ça et comparer avec d'autres villes aussi? Voilà, donc des outils qui seraient nécessaires, Edine de Bouvet? Oui, c'est vraiment une question importante. Je prenais mon contrat de travail, je regardais le salaire à l'époque, c'était 14 000 francs belges pour un temps plein, brut. 350 € brut. Mais depuis, en fait, on a connu plusieurs sauts d'index qui ont fait que nos salaires ont évolué au regard du prix du panier de la ménagère. On est occupé à décider, le Parlement fédéral est occupé à décider pour l'instant un saut d'index. Donc on va déconnecter l'augmentation du coût de la vie par rapport aux salaires et aux allocations, quelles qu'elles soient. Donc, on est occupé à organiser, dans la plupart des sociétés, en tout cas au niveau européen, les conditions structurelles de la pauvreté. On va avoir une population avec de moins en moins de moyens, qui pas, dont les ressources n'évolueront pas au regard de l'augmentation du coût de la vie. Et donc, je ne sais pas si on peut chiffrer vraiment tous les efforts qui sont faits, mais je peux vous chiffrer, en tout cas, on pourra vous chiffrer très clairement les efforts qui sont faits pour mettre les conditions structurelles de la pauvreté. Il y a vraiment quelque chose qui est particulièrement inquiétant. Je ne reviens pas sur les dernières mesures qui ont été prises aussi concernant l'exclusion des jeunes des droits aux allocations. Vous imaginez un peu le coût social que va représenter ce nombre croissant de jeunes qui vont se retrouver à la sortie des études, qui ne vont pas trouver spécialement un emploi, qui vont se retrouver dans leur famille, et les tensions que ça va créer au sein des familles. Nous, on va avoir du boulot. Dans l'aide à la jeunesse, on va avoir du boulot. Et donc, oui, non, je pense que ce qui est à chiffrer aujourd'hui, c'est vraiment tous les efforts qui sont faits pour augmenter la pauvreté. C'est catastrophique. S'il y a un message qu'on doit renvoyer de la région bruxelloise, du Parlement bruxellois, vers le fédéral, c'est dire, vous imaginez un peu les conséquences de vos décisions aujourd'hui ? Bernard De Vos.
Oui, simplement, c'est la question de la pauvreté, des conséquences sur les enfants et sur les jeunes, sur les familles, c'est un sujet qui j'ai envie de dire qui me passionne, non, mais qui m'inquiète depuis le début de mon mandat. Et je voulais simplement dire que, donc, au terme de la Convention internationale, on est enfant jusqu'à 18 ans. Et donc, quand on parle de pauvreté infantile, on a parfois l'impression que c'est une espèce de gadget pour émouvoir les foules. On parle plutôt de la pauvreté des enfants. Et tout le monde dit, la pauvreté des enfants, c'est essentiellement la pauvreté des familles et des parents. Et c'est vrai, évidemment. C'est la première pauvreté subie par les enfants, c'est la pauvreté de leur famille. Mais il n'empêche que certains pays, plus que d'autres, arrivent à limiter sensiblement les conséquences et les incidences de la pauvreté sur les enfants. En organisant mieux l'accueil de la petite enfance, je rappelle qu'aujourd'hui, alors que certains pays font en sorte que 100% des enfants sont accueillis en crèche, la Belgique et la communauté française ont été à 33, même pas 33%, ce qui est en dessous du minimal qui est fixé par l'Union européenne. Certaines entités ont un taux de couverture de 50-55%, alors que d'autres entités moins privilégiées sont en dessous des 20%. Donc c'est franchement honteux. En organisant mieux, en organisant une école égalitaire, je disais tout à l'heure combien le différentiel entre les bons élèves qui ont des résultats au-dessus des nations phares en matière d'enseignement et nos cancres qui ont des résultats qui correspondent à ce que produisent certains élèves dans des républiques bananières, des pays qui ne sont pas même des démocraties. C'est inquiétant, en organisant mieux évidemment l'accès aux lieux de loisirs, au sport, aux activités j'ai envie de dire classiques, sans passer par des dispositifs sociaux. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui font du sport parce qu'ils sont affiliés à une association, parce qu'ils n'ont même plus de place dans des clubs de sport de qualité. Et donc pour un compagnie qui réussit, on a quand même beaucoup de gamins sur l'immigration qui végètent dans des agora-space, dans les quartiers, etc., alors qu'ils devraient être tirés vers le haut. Donc je pense vraiment qu'il faut bien rappeler que la pauvreté infantile, c'est évidemment la conséquence des conditions socio-économiques détestables pour beaucoup de parents, mais c'est aussi l'investissement, j'ai envie de dire, des États, puisqu'on est en Belgique, ou des pouvoirs en Belgique, pour faire en sorte de limiter les conséquences. Et on n'a qu'à s'inspirer des bons exemples à l'étranger, notamment au niveau européen. On a beaucoup d'exemples qui pourraient nous indiquer la voie à suivre. Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Omar de la maison de quartier Saint-Antoine-en-Forêt. Je suis responsable des animations ados. Donc moi, je voudrais parler des primo-arrivants, en fait. Voilà, donc moi j'ai un groupe de jeunes qui se constitue à peu près de 20 ados. Et dans ce groupe, il y a une dizaine de primo-arrivants qui viennent d'arriver d'Espagne. J'ai eu un débat avec eux hier, et la question qui se pose ici, et c'est eux qui la posent, c'est quand qu'on va arrêter de nous appeler primo-arrivants, et c'est justement, et c'est à partir de quand qu'on ne l'est plus. Bonne question, effectivement. Alors, Chris Police. Ça, c'est un débat qui revient tout le temps, et on va continuer à appeler les primo-arrivants parce que c'est un concept qui est politiquement, scientifiquement et culturellement facile à utiliser. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on ne parle pas, par exemple, de Belges, on va dire deuxième, troisième, quatrième génération. Donc il y a toujours le tampon qui est là. Et c'est même la manière de traiter les populations, les communautés. Je prends des exemples de recherche qui ont tenu des subsides de la communauté française. C'est travailler sur la 5e génération, par exemple. Donc les Italiens de la 5e génération. Je dis, mais enfin, c'est plus des Italiens, ce sont des Belges, puisque vous les prenez dans l'école, là au milieu des autres. Mais ça ne fait rien. On a choisi les enfants avec la terminaison des noms de famille. Et puis alors, on sort une étude qui, excusez-moi, je prends position, ne sert à rien. Justement, elle discrimine de toute façon, puisque ça veut dire qu'on continue à traiter les gens différemment, même s'ils font partie d'un groupe. On a parlé, je crois, du matin, de l'hétérogénéité, alors que normalement, on doit être dans des systèmes qui sont homogènes et qui fonctionnent ensemble. Donc, c'est pas maintenant qu'on va supprimer ce primo-arrivant, alors qu'on est toujours à... C'est-à-dire que pour eux, en fait, le malaise, où c'est qu'il se situe, c'est-à-dire que le fossé se place entre eux-mêmes. Oui. Ce n'est plus une question de société ou quoi, mais c'est le problème que c'est entre eux que ça se passe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de primo-arrivants, et puis il y a un autre groupe. Oui. Et là, le problème, il existe, c'est vraiment un gros malaise que moi j'ai en tout cas au sein de ce groupe, quoi.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment tous ces problèmes linguistiques qui facilitent les statistiques, par exemple, d'un côté, mais qui sur le terrain, sont justement discriminatoires et ne facilitent absolument pas la vie des gens. Bien au contraire, justement, leur montrent qu'ils sont différents et on hiérarchise. Il y a les premiers primo-arrivants, par exemple, ceux qui rentrent à l'école, qui ont la chance d'arriver à l'école au mois de septembre parce que les avions étaient pour cette période-là. Et puis on a des primo-arrivants qui arrivent en cours d'année, notamment d'année scolaire. Et ceux-là, c'est les primo-arrivants à problème parce qu'ils n'ont pas pu commencer. Mais donc même au sein de ce groupe-là, on va refaire des différences. Mais je ne veux pas être pessimiste, mais je ne pense pas que c'est maintenant que ce terme-là... En tout cas, c'est leur demande. Donc, quand est-ce qu'on va bannir ce mot et qu'on va arrêter de nous appeler primo-arrivants. Voilà, oui, tout à fait d'accord. Merci de m'avoir répondu. Donc une demande en tout cas qui a pu être exprimée. Alors on va peut-être prendre une dernière intervention parce que l'heure tourne. Voilà, oui madame. Oui, bonjour. Oui, On vous entend. Isabelle Descaminada à tout projet. J'ai plusieurs interrogations, tant au niveau scolaire que l'extrascolaire. Au niveau scolaire, je me pose la question de l'évaluation du décret mixité sociale. Parce qu'en le vivant aujourd'hui à travers l'expérience de ma fille qui vient de rentrer en secondaire, voilà, j'ai l'impression que l'école pour tous, ce décret n'est vraiment pas efficace. On se retrouve d'un côté avec des écoles toujours élitistes et il y a toujours un choix d'élèves sur base des résultats scolaires. Et on retrouve de l'autre côté des écoles avec des moyens qui sont mis pour aider les élèves en difficulté. Voilà, donc il y a un choix par rapport à des valeurs de société qui sont faites par les parents. Et voilà, on a un peu deux catégories et malgré le décret de mixité scolaire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'avancée et qu'il n'y a pas d'évaluation. Je pense que c'est un point que Bernard DeVos a déjà soulevé. Voilà. Au niveau de l'école aussi, je pense que c'est effectivement un lieu de souffrance. On a vu à tout projet, on a organisé un séminaire sur les 8 types d'intelligence selon Garner. L'école s'adresse en général à une seule de ces intelligences. Donc, quid de tous les enfants qui ont effectivement d'autres intelligences que la logistico-mathématique. J'ai aussi une grosse interrogation, tant au niveau professionnel que personnel, sur effectivement Internet qui a été évoqué. Je trouve qu'il y a un grand danger. On a parlé de repères et d'étalons. Donc effectivement, les étalons, c'est Nabila et je ne sais plus, Zaya. Je trouve qu'il y a une société très sexualisée et qu'Internet, les jeunes prennent ça pour argent comptant. Ils n'ont absolument aucun filtre. Or, ce n'est pas du journalisme, c'est-à-dire que les sources, enfin vous êtes journaliste vous-même, les sources sont vérifiées. Et je crois qu'il y a vraiment un accompagnement à avoir, tant au niveau scolaire qu'au niveau de l'extrascolaire. À tout projet, on travaille sur l'extrascolaire. Je pense que le vivre ensemble, ça fait des années qu'on travaille dessus. Je pense qu'on a ouvert des portes à certains enfants, à certains adolescents, et j'espère qu'on va pouvoir encore avoir les moyens de continuer dans cette voie-là. Et au niveau des acteurs sociaux, je pense qu'il y a effectivement parfois beaucoup d'énergie perdue au niveau de querelles de clochers et qu'il faudrait peut-être effectivement se mettre tous autour de la table. Et des journées comme aujourd'hui, je pense, sont très importantes parce que le bénéficiaire, c'est qui? C'est le jeune. Et je pense que voilà. On va essayer de répondre un petit peu à ces interrogations-là. Bernard DeVos, peut-être par rapport au décret mixité, pour commencer. Il n'a pas résolu. Non, de toute façon, moi je considère toujours qu'il y a plus d'enfants bien inscrits aujourd'hui qu'avant le décret, donc ça c'est certain. Pour le reste, l'évaluation est évidemment tout à fait pratiquement infaisable et trop faible à l'instant, et je réclame effectivement qu'on s'y intéresse un peu plus. Je pense que beaucoup d'acteurs s'accordent sur le fait que ce décret aurait beaucoup plus de cohérence s'il venait beaucoup plus tôt, à la limite dès la maternelle, puisque effectivement en maternelle aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne trouvent même pas de place en maternelle, ce qui est encore un autre souci. Et quand on fera l'évaluation, il faut aussi prendre en considération, par exemple, le taux d'exclusion incroyablement élevé dans le premier degré, qui indique que certains enfants qui auraient été acceptés par la porte sont évacués très rapidement par la fenêtre. Et donc, voilà, c'est effectivement un vrai problème. Si je peux continuer rapidement, je pense qu'effectivement, faire en sorte que les écoles ne soient pas des lieux de souffrance, c'est quand même incroyable d'entendre ça, et pourtant c'est une réalité qu'on voit tout le temps. Il faut aujourd'hui s'engager
s'inscrit résolument dans un tronc commun polytechnique depuis la maternelle jusqu'au moins 15 ou 16 ans. Et quand je dis polytechnique, ça veut dire des matières intellectuelles, parce que c'est une forme d'intelligence, effectivement, des matières manuelles, des matières professionnelles, techniques, des matières technologiques, des matières culturelles, artistiques, qui font en sorte que des choix ne doivent pas se faire sur des orientations scolaires beaucoup trop tôt, comme c'est encore le cas. Et là, on aura peut-être une possibilité d'avoir une école juste et qui permette à des enfants de ne pas être en souffrance. Et pour terminer sur Internet et l'hypersexualisation, je pense que c'est vraiment un vrai souci. Et c'est de manière générale, la question d'Internet, c'est pas tellement, comme on le dit, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tellement que Internet amène des savoirs. Internet amène un lot d'informations, éventuellement de connaissances, mais il faut aider les enfants et les jeunes et passer de cette accumulation, à transformer cette accumulation d'informations en de véritables savoirs. Aujourd'hui, pour reprendre la question de l'hypersexualisation, si vous prenez, un sujet qui fait tourner Internet et qui nous permet d'envoyer des mails, c'est le Q qui nous permet d'avoir des mails gratuits. Si vous tapez gros cul ou grosse fesse ou gros sein sur un moteur de recherche Google, vous allez avoir toute la diversité des pratiques sexuelles. Et je rappelle toujours cet exemple parce qu'il est tellement évocateur. J'ai discuté avec un éducateur d'IPPJ dans une section fermée où il y avait à l'époque une section qui était entièrement dévolue à des jeunes qui avaient commis des infractions à caractère sexuel. Ce ne sont pas des déviants sexuels, mais ils ont commis une infraction à caractère sexuel. Là, tous les mots sont importants. Il me disait, tu sais, avec certains gamins de 13 ans, il faut leur expliquer qu'une éjaculation faciale, ce n'est pas une pratique tout à fait quotidienne et que ce n'est pas complètement banal. Et c'est vrai que si vous regardez sur gros cul, grosse fesse, vous allez trouver des éjaculations dans les cheveux, dans la bouche, sur le visage, mais une éjaculation intravaginale, vous ne la voyez pas. Et à 14 ans, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous initie à la sexualité de manière un peu cohérente et de manière un peu explicite, vous pouvez tout à fait imaginer que c'est comme ça que ça se pratique. Et donc là, vraiment, on a un travail énorme à faire. Je crois que la généralisation des cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles, c'est un grand pas en avant. Ça n'existe pas encore dans toutes les formes d'enseignement aujourd'hui, c'est encore un souci. Mais vraiment, je pense que c'est une vraie préoccupation qu'on doit avoir. Pour les questions d'accès à la sexualité ou à la compréhension de la sexualité, pour tous les autres sujets, qu'on réalise qu'Internet, ce n'est pas suffisant. Et donc, de nouveau, les écoles doivent intégrer les nouvelles technologies et Internet dans leur façon d'apprendre. Sans doute que l'enseignant n'est plus le dispensateur des informations et des connaissances, c'est celui qui doit faciliter la transition entre l'accumulation des connaissances et les savoirs dont découlent les compétences.